Mon médecin m'a dit la semaine dernière que je défiais la science. Je m'appelle Théodore, j'ai 91 ans, et je dors 4 heures par nuit depuis presque 30 ans. Ce que j'ai compris sur le sommeil, sur le corps, et sur ce que la médecine ne sait pas encore mesurer, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Je veux d'abord vous dire que je n'ai pas toujours dormi 4 heures. Pendant la majeure partie de ma vie, j'étais un grand dormeur. 7 à 8 heures, sans difficulté, parfois davantage le week-end, quand le travail de la semaine avait été particulièrement exigeant. J'ai été ingénieur civil pendant toute ma carrière, j'ai travaillé sur des projets de construction et d'infrastructure dans plusieurs régions de France, et les premières décennies de ce métier demandaient une endurance physique et mentale qui se récupérait la nuit sans que j'aie à y penser. Mon corps savait dormir. C'était une chose qui allait de soi, comme respirer ou digérer, quelque chose d'automatique sur lequel je n'avais pas d'opinion particulière parce que ça fonctionnait. Je suis né en 1933 dans une famille de la région lyonnaise, fils d'un comptable et d'une mère qui était couturière à domicile. J'ai fait mes études d'ingénierie après la guerre, dans une époque où les diplômes techniques ouvraient des portes qui étaient restées fermées pendant des années de reconstruction différée, et j'ai eu la chance de travailler sur des projets qui avaient une réalité concrète et visible dans le paysage, des ponts, des routes, des infrastructures hydrauliques, ce type de travail qui laisse quelque chose de tangible derrière lui, quelque chose qu'on peut montrer à ses enfants en disant « voilà, j'ai participé à faire ça ». M'a donné une satisfaction que je n'aurais peut-être pas trouvée dans un travail de bureau sans résultat visible. J'ai été marié pendant 56 ans à Thérèse, qui est décédée en 2012. Nous avons eu 3 enfants, 7 petits-enfants, et j'ai maintenant des arrière-petits-enfants que je connais mieux que je ne l'aurais espéré, parce que mes enfants ont été attentifs à maintenir ces liens-là vivants, ce dont je leur suis reconnaissant. Je vis seul depuis la mort de Thérèse dans un appartement de taille raisonnable, j'ai encore ma voiture, même si je ne conduis plus la nuit par prudence, et je me rends à mes rendez-vous médicaux sans assistance, ce qui, à 91 ans, est une chose que je ne prends pas pour acquise. Le changement dans mon sommeil a commencé aux alentours de mes 62 ans, donc vers 1995. Il n'est pas arrivé brutalement. Ce sont les changements progressifs qui sont les plus difficiles à identifier au moment où ils se produisent, parce qu'il n'y a pas d'événement déclencheur précis à pointer du doigt, pas de nuit où on se lève 6 heures trop tôt et où on sait que quelque chose a changé. C'est une lente transformation, un glissement, les nuits qui raccourcissent d'abord de façon imperceptible, 20 minutes de moins. Ici, 1 heure de moins, là, jusqu'au point où, en faisant le bilan, on réalise qu'on dort régulièrement 5 heures, là où on en dormait 8 auparavant. J'ai consulté pour ça, bien entendu. C'était le réflexe naturel d'un homme de ma génération qui avait été bien dormi pendant 60 ans et qui observait soudainement une anomalie dans quelque chose de fondamental. Mon médecin de l'époque m'a examiné, m'a posé des questions, m'a prescrit des analyses et des examens pour écarter les causes médicales évidentes. Rien de particulier n'est ressorti. Il m'a parlé des changements du sommeil liés à l'âge, qui sont réels et documentés, m'a dit qu'il était normal de dormir moins avec les années, et m'a proposé, si j'en éprouvais le besoin, une aide médicamenteuse légère pour faciliter l'endormissement ou prolonger les nuits. Je n'ai pas pris les médicaments. Pas par principe antimédical. J'ai un grand respect pour la médecine, et je prends les traitements qui me sont prescrits quand ils correspondant à des besoins réels. Mais il y avait quelque chose dans cette situation particulière qui me demandait d'observer avant d'intervenir. Et ce que j'observais, c'est que, malgré ces nuits courtes, je ne me sentais pas mal. Je ne me sentais pas reposé au sens où je l'avais connu pendant des décennies, ce sentiment d'avoir dormi profondément et d'être prêt pour la journée. Mais je ne me sentais pas non plus dans l'état de détérioration que j'aurais attendu d'un manque de sommeil chronique. Je fonctionnais. Mon cerveau fonctionnait. Mon corps fonctionnait. Il y avait une fatigue de fond certaine, mais elle était gérable. Elle n'empêchait rien de ce que ma vie demandait à l'époque. Cette observation, faite pendant les premières années de ce sommeil raccourci, m'a conduit à une hypothèse que je ne prétends pas avoir formulée avec rigueur scientifique, mais qui m'a semblé raisonnable, et que les années ont semblé confirmer. Peut-être que certains corps ont besoin de moins de sommeil que ce que les normes établissent, et peut-être que cette différence n'est pas nécessairement un dysfonctionnement, mais une variation individuelle que la médecine mesure mal, parce qu'elle est rare et parce que les normes sont établies sur des populations larges qui ne représentent pas forcément chaque individu qui s'écarte de la moyenne. Je ne vous dis pas ça pour vous inciter à dormir moins. Je ne vous dis pas que le manque de sommeil est sans importance, parce que pour la grande majorité des gens, il ne l'est pas.
Je vous dis ce que j'ai observé dans ma propre vie sur plusieurs décennies, avec l'honnêteté d'un homme qui n'a aucune raison de vous raconter autre chose que ce qui s'est réellement passé. Avant que je continue, je voudrais m'arrêter une seconde, parce que je suis sincèrement curieux de votre réaction à ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Et un pouce en l'air m'aide vraiment à partager ce témoignage plus loin. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Si vous croyez que mon corps s'est simplement adapté à quelque chose d'inévitable à mon âge, écrivez « adapté ». Et si vous pensez qu'il y a quelque chose de plus profond dans ma façon de fonctionner qui explique ça, écrivez « différent ». Je suis vraiment curieux de ce que les gens pensent quand ils entendent une histoire comme la mienne. Ce qui s'est passé progressivement à partir de mes 65 ans environ, c'est que j'ai commencé à traiter ces heures nocturnes supplémentaires, non pas comme un problème à résoudre, mais comme du temps disponible que je n'aurais pas eu autrement. Cette façon de reframer la situation, comme diraient les gens plus jeunes que moi, avec leur vocabulaire particulier, n'était pas une posture philosophique adoptée consciemment. C'est quelque chose qui s'est installé naturellement, progressivement, parce que se battre contre l'insomnie est épuisant et contre-productif, et que j'avais passé ma vie à chercher comment utiliser le temps disponible plutôt qu'à regretter celui qui n'était pas là. À 3 heures du matin, quand je me retrouvais éveillé avec 4 heures de nuit derrière moi et plusieurs heures avant l'aube, j'ai commencé à lire. J'avais toujours aimé lire, mais le travail pendant des décennies avait limité cette pratique aux vacances et aux week-ends. Là, j'avais 2 à 3 heures chaque nuit, dans le silence complet d'un appartement et d'une ville endormie, avec une lampe de chevet et un livre et personne pour me demander quoi que ce soit. Ces heures-là sont devenues, avec le temps, parmi les plus précieuses de mes journées. J'ai lu des choses que je n'aurais jamais eu l'occasion de lire autrement. Des livres d'histoire, de science, de philosophie, des romans que j'avais toujours repoussés faute de temps, des biographies de gens dont la vie m'intéressait. Et cette lecture intensive, régulière, dans le calme absolu des premières heures du matin, a fait quelque chose à ma façon de penser que je n'aurais pas obtenu autrement. Thérèse, au début, s'inquiétait de me voir allumer si tôt. Elle se levait parfois pour vérifier que tout allait bien, me trouvait dans le fauteuil avec mon livre, et finissait par se rendormir rassurée mais pas tout à fait convaincue que c'était normal. Au bout de quelques années, elle avait accepté ce rythme comme une particularité à elle, comme elle avait accepté d'autres particularités au fil de 50 ans de vie commune. Elle m'apportait parfois un thé avant de se recoucher, sans un mot, cette façon qu'elle avait de montrer qu'elle était là sans envahir quelque chose qu'elle comprenait comme du temps qui m'appartenait. Après la retraite, le rythme s'est stabilisé, de façon que je peux maintenant vous décrire avec précision, puisqu'il n'a pas vraiment changé depuis une vingtaine d'années. Je me couche vers 22h, parfois 22h30. Je m'endors rapidement. C'est une chose qui ne m'a jamais posé de problème, et je dors profondément pendant environ 4 heures. Je me réveille entre 2h et 2h30 du matin, presque sans exception, avec une régularité qui m'a toujours semblé relever d'une horloge interne très précise, plutôt que d'un hasard ou d'un trouble. Je ne me réveille pas angoissé, pas dans un état d'alerte, pas avec la sensation d'avoir été arraché au sommeil. Je me réveille simplement, comme si cette quantité de sommeil avait suffi et que mon corps avait décidé d'arrêter là. Je lis alors pendant 2 à 3 heures, selon les jours et selon ce que je lis. Il m'arrive de prendre des notes dans un carnet que je garde sur la table basse, non pas par méthode ou par discipline, mais parce que certaines idées rencontrées dans les livres méritent d'être attrapées avant de disparaître dans le sommeil ou dans les occupations de la journée. Vers 5 ou 5h30, je me recouche parfois pour ce que j'appelle un deuxième sommeil, 1 heure ou 1 heure et demie légère, différente du premier dans sa texture, moins profonde mais réparatrice à sa façon. Et je me lève définitivement entre 6h30 et 7h, selon la saison et selon la lumière. Ce programme, tenu depuis presque 30 ans, m'a donné quelque chose que je n'aurais peut-être pas eu avec des nuits de 8 heures continues. Il m'a donné plusieurs milliers d'heures de lecture et de réflexion dans un silence et une tranquillité qui n'existe pas pendant la journée. Même pour quelqu'un qui vit seul comme moi, ces heures nocturnes ont formé une sorte de vie intérieure parallèle, un espace de pensée qui n'est ni le travail, ni les relations, ni les obligations de la journée. Un endroit où l'esprit se promène librement, parce que rien d'extérieur ne le tire dans une direction particulière. Mon médecin actuel, un homme d'une 40aine d'années qui m'a en charge depuis plusieurs années maintenant, a fait, pour mon anniversaire des 90 ans, un bilan complet que je lui avais demandé et qu'il avait accepté, non sans une certaine curiosité professionnelle. Ce bilan a montré des choses qui l'ont intrigué, non pas parce qu'elles étaient alarmantes, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à ce qu'il observait habituellement chez des patients de mon âge.
Mon cerveau en particulier, évalué par différents tests cognitifs, montrait une vivacité et une flexibilité qui l'ont surpris. Sa phrase, précise, était que mes résultats auraient été dans la normale haute pour quelqu'un de 15 à 20 ans plus jeune. Il m'a demandé si je lisais beaucoup. Je lui ai dit que oui, principalement la nuit. Il a hoché la tête sans commenter davantage. Mais j'ai vu dans ce hochement quelque chose qui ressemblait à une prise en compte de l'information. Je ne prétends pas que dormir 4 heures par nuit est la raison de cet état cognitif. La causalité en matière de santé est rarement aussi simple, et ce serait irresponsable de ma part de le laisser entendre. Mais je pense que le fait d'utiliser ces heures nocturnes de façon active et engagée, plutôt que de les passer à me retourner dans le lit, en m'inquiétant de ne pas dormir, a contribué à maintenir quelque chose d'actif dans mon cerveau qui sans ça aurait peut-être ralenti davantage. Il y a une autre dimension de cette histoire que je n'ai pas encore mentionnée et qui me semble importante. Ces heures nocturnes sont les heures les plus silencieuses de mon existence, les heures où l'esprit, une fois le livre posé, peut aller où il veut sans être sollicité par quoi que ce soit de l'extérieur. Et dans ce silence-là, à 91 ans, j'ai accès à des choses que la journée avec ses bruits et ses obligations ne me donne pas. Des souvenirs qui remontent avec une clarté particulière, des pensées sur ma propre vie qui ne sont ni nostalgiques ni anxieuses, mais simplement présentes, des réflexions sur ce que j'ai compris et ce que je n'ai pas encore compris sur ce que c'est que de vivre. Je pense à Thérèse très souvent pendant ces heures-là, pas avec une douleur aiguë. Ce type de douleur s'est transformé avec les années en quelque chose de plus doux et de plus habitable, mais avec la conscience de ce qu'elle était et de ce qu'elle a représenté dans ce que ma vie a été. Elle me manque d'une façon qui n'a pas de remède, et à laquelle je n'en cherche plus depuis longtemps. Parce qu'à 91 ans, on sait qu'il y a des manques qui font partie de ce qu'on est, et qu'essayer de les remplir serait perdre quelque chose d'essentiel. Je pense aussi à ce que j'ai fait de ma vie, à ce que j'aurais peut-être fait différemment si j'avais su certaines choses plus tôt, à ce qui méritait davantage d'attention que je ne lui en ai donné, et à ce qui en a peut-être reçu trop. Ces pensées ne sont pas des regrets, au sens douloureux du terme. Elles sont une façon de comprendre rétrospectivement, de remettre les choses à leur juste place, dans une perspective que seul l'âge permet vraiment. Et puis le livre reprend, ou le silence reprend. Et à 3 heures du matin, dans un appartement calme, à 91 ans, il y a quelque chose de suffisant dans ça, quelque chose qui n'a pas besoin d'être plus que ce qu'il est. Mon médecin m'a dit la semaine dernière, je vous le disais en commençant, que je défiais la science. Il l'a dit avec le sourire de quelqu'un qui reconnaît les limites de ce que la science peut expliquer dans certains cas individuels, et avec une curiosité sincère qui m'a semblé de bon augure pour la suite de notre collaboration. Je lui ai dit que je ne défiais pas la science, que je vivais simplement ma vie avec le sommeil que mon corps m'accordait, et que j'avais trouvé une façon d'habiter ces heures qui me semblaient bonnes pour moi. Ce que je voudrais vous laisser ce soir, si vous avez suivi jusqu'ici, c'est peut-être moins une réflexion sur le sommeil que sur quelque chose de plus large. Les anomalies dans nos vies, les choses qui ne correspondent pas aux normes et aux attentes, ne sont pas toujours des problèmes à résoudre. Parfois, elles sont des caractéristiques à comprendre et à habiter. Parfois, ce qui ressemble à un dysfonctionnement est en réalité une façon d'être différente qui a ses propres logiques et ses propres ressources, à condition d'être observé avec curiosité, plutôt que abordé avec l'anxiété de quelqu'un qui cherche à retrouver la norme au plus vite. À 91 ans, je me lève à 2 heures du matin, j'allume ma lampe, j'ouvre un livre et je suis là, entièrement là, dans le silence de la nuit. Il n'y a peut-être pas grand-chose de plus à expliquer que ça. Si cette histoire vous a donné quelque chose à penser ce soir, un pouce en l'air m'aide vraiment à la faire voyager vers d'autres personnes qui vivent peut-être quelque chose de semblable et qui ont besoin d'entendre qu'on peut fonctionner autrement que la norme sans que ce soit forcément une catastrophe. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, restez avec nous, parce qu'il y a d'autres témoignages à venir qui méritent d'être entendus. Il y a aussi une autre vidéo ici que je vous recommande. Elle parle d'un homme de 91 ans dont le corps va mieux qu'à 60 ans et qui explique ce qu'il a fait différemment pendant des décennies. Une histoire qui rejoint la mienne dans ce qu'elle dit sur la façon dont certains corps défient ce qu'on attendrait d'eux et pourquoi. Prenez soin de vous, même si votre façon de prendre soin de vous ne ressemble pas exactement à celle des autres. Théodore.